Bonjour et bienvenue. Imaginez un géant économique un peu endormi, la République démocratique du Congo. Près de 100 millions d'habitants, des ressources naturelles, enfin incroyables, un potentiel absolument colossal. Oui, Mais ce géant, il lui manque une chose essentielle, un système nerveux, un réseau d'informations fiable pour sentir, réagir, prendre les bonnes décisions. c'est exactement l'image que les sources nous donnent. Et ce système nerveux, c'est ce qu'ils appellent le data gap, le fossé de données. Un fossé de données. Ben oui, c'est un brouillard informationnel qui empêche de piloter le développement, que ce soit pour le gouvernement, les entreprises ou même les ONG. On navigue un peu à vue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans le plan détaillé d'une initiative qui prétend construire justement ce fameux système nerveux. Les sources qu'on analyse, c'est une présentation très complète du projet Uvumbuzi D-Lab. Un futur pôle régional en sciences des données. C'est ça. Notre mission, décortiquer le plan d'architecte de ce projet. Il est porté par une organisation nommée Synolu, qui ambitionne, et là je cite, d'accélérer une économie verte et axée sur les données grâce à la puissance de l'IA et des sciences des données. Ce qui est frappant dès le début, je trouve, c'est que les documents ne tombent pas dans le piège du jargon technique. Non, c'est vrai. Ils posent tout de suite le véritable enjeu, qui est stratégique, économique. C'est écrit noir sur blanc, hein. Les talents, les innovations et les startups en Afrique ne réussiront pas si une fonction de soutien économique efficace n'existe pas. Donc on comprend tout de suite qu'on ne parle pas seulement de former des codeurs. Pas du tout. On parle de bâtir une infrastructure qui est essentielle à l'économie du XXIe siècle. Qui est cruciale. Alors, commençons par le terrain, le contexte. Ce data gap, concrètement, il ressemble à quoi? Alors les documents pointent des problèmes très clairs. D'abord, les bureaux nationaux de statistiques qui s'appuient sur des technologies souvent dépassées. D'accord. Ensuite, il n'existe tout simplement aucun laboratoire formel de sciences des données dans le pays. Et enfin, les informations qui existent, elles sont souvent privées, enfermées dans des silos. Et ce manque, ce vide, crée paradoxalement une demande. Une demande absolument énorme, oui. Les sources identifient 3 grands types de clients qui ont désespérément besoin de données. Qui sont-ils? D'abord, les agences de développement. On parle d'organisations qui investissent des millions. Pour elles, la donnée, ce n'est plus un luxe. C'est la base pour mesurer leur impact, j'imagine. Voilà, c'est la réponse à la question. Est-ce que notre argent a servi à quelque chose? Elles ont besoin de preuves. Logique. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est exactement ça. Ensuite, il y a le secteur privé. Les banques, les télécoms, le secteur minier. Eux aussi sont gourmands en données. De plus en plus. Sans données, ils sont aveugles. Comment évaluer un risque de crédit? Comment optimiser un réseau? Et enfin, il y a le gouvernement lui-même, qui a clairement identifié la data comme un levier de développement. Donc si je résume, on a une demande criante de tous les côtés, mais en face, l'offre d'expertise et d'infrastructure est quasi nulle. C'est une brèche béante. Et c'est précisément dans cette brèche que le projet s'engouffre. Justement, parlons des architectes. Qui est derrière ce projet? Alors les documents nous présentent Synulu, le centre d'innovation de Lubumbashi. Ce ne sont pas des débutants. Non, le hub existe depuis 2015, ils ont déjà un ancrage local, un réseau, et ils lancent ce fameux Uvumbuzi D-Lab. Présenté comme le tout premier centre d'excellence de ce type en RDC, dédié à la data et à l'IA. Oui, et leur modèle de déploiement est particulièrement malin. Le pôle sera physiquement à Lubumbashi, juste à côté d'une grande institution académique. Pour être proche des talents. Exactement. Mais, et c'est ça qui est crucial, il fonctionnera comme une organisation indépendante. Ce qui lui donne de l'agilité. Une agilité que le monde universitaire n'a pas toujours. Tout à fait. Il peut répondre vite, très vite, aux besoins du marché. Et là, je dois avouer, en lisant les sources, j'ai été surprise. On s'attend à des schémas, à de grands principes, et on tombe sur un plan d'architecte. Ah oui, c'est très concret. Plan détaillé des futurs locaux dans un complexe, le Luano City Block C. On voit l'emplacement du data center, les salles de formation, l'espace de coworking. On pourrait presque aller visiter. C'est ça, on n'est plus dans l'idée, on est dans le concret. Et cette tangibilité, elle est essentielle. On la retrouve dans leur approche qui les décrivent comme centrée sur la communauté. C'est-à-dire, Leur stratégie, au fond, c'est celle du café du coin. Ils ne veulent pas être une tour d'ivoire de chercheurs. ils veulent du brassage. Voilà, en créant un espace de coworking, en organisant des festivals de données, ils créent un lieu où l'étudiant, l'ingénieur de la mine, le banquier peuvent se croiser, prendre un café, échanger. C'est de là que naissent les vraies innovations. Et on sent qu'ils ne partent pas seuls à l'aventure. La présentation liste plein de sponsors et partenaires potentiels. Oui, qui font déjà partie de leur réseau. Le PNUD, l'agence belge en Abel, la GIZ allemande, l'Union européenne.
C'est une base solide, ça montre que le projet est déjà pris au sérieux. Tout à fait. Et côté technique, il cite des collaborateurs comme Datalab Tanzania, donc ils s'inscrivent dans un écosystème qui est panafricain. Ils construisent des ponts avant même d'avoir posé la première brique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, que va-t-on faire dans ce café du coin de la data? Les sources sont très claires. Elles décomposent les activités en 4 grandes compétences. D'abord, l'analyse de données, le cœur du métier. Utiliser le machine learning, l'IA, pour trouver des pépites d'information. Ok, alors si on prend une métaphore, disons la cuisine. Ça, c'est la préparation du plat gastronomique. C'est une bonne image. Alors, deuxième compétence, l'ingénierie des données. Là, c'est plus technique, c'est construire toute l'infrastructure, les pipelines, pour que les données circulent bien. D'accord, donc si l'analyse, c'est cuisiner le plat, l'ingénierie, c'est s'assurer que la cuisine fonctionne. C'est ça, qu'il y ait de l'eau courante, du gaz, des frigos qui marchent, c'est la plomberie invisible. Sans ça, le plus grand chef du monde ne peut rien faire. Parfait. Troisième compétence, La gestion et la gouvernance des données. là, on s'assure que les ingrédients dans le frigo sont frais et bien étiquetés, que la donnée est de bonne qualité, sécurisée, accessible. Et enfin, la quatrième, L'innovation par les données. Créer des produits, des services, des startups. et là, on ouvre le restaurant. C'est ça. Mais attendez, si on met ces deux listes côte à côte, les 4 compétences techniques d'un côté et les 3 rôles qu'ils décrivent de l'autre, on se rend compte de quelque chose. C'est-à-dire, Ce n'est pas juste un centre de formation ou un labo de recherche, c'est une véritable usine à valeur de la donnée. Ils ont à la fois la chaîne de montage technique et la stratégie commerciale pour vendre les produits qui en sortent. ah oui, je vois. Les 3 rôles qu'ils se donnent. Le premier, le fournisseur de solutions. C'est le bras commercial qui va vendre du conseil aux entreprises. Le deuxième, l'agent DKD, Data for Development. Le bras impact social qui va travailler avec les ONG, les agences de développement. Et le troisième, le catalyseur d'impact, qui va renforcer tout l'écosystème en formant les autres. C'est très complet comme approche. Ils ont pensé à toute la chaîne, de la production à la distribution. Ce concept de DKD, données pour le développement, ça reste un peu abstrait pour moi. On a un exemple concret de ce que ça pourrait donner? Absolument. Imaginez une ONG qui distribue des moustiquaires pour lutter contre le paludisme. D'accord. Au lieu de les distribuer un peu au hasard, le D-Lab pourrait les aider à faire beaucoup mieux. Il pourrait croiser des données satellitaires sur les zones humides, là où les moustiques prolifèrent, avec des données de santé anonymisées des dispensaires locaux. Et le résultat? Le résultat, c'est qu'on identifie en temps réel les villages où le risque de pic de paludisme est le plus élevé. On passe d'une aide humanitaire à l'aveugle à une aide chirurgicale. C'est limpide. On sauve des vies plus efficacement avec les mêmes ressources. Exactement. C'est ça, l'impact. Le projet a l'air incroyablement solide sur le papier. Les sponsors, le plan des locaux, la stratégie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir tout faire en même temps? Formation, R&D, conseil, projet pour les ONG, c'est une ambition énorme. C'est une excellente question, et c'est souvent le piège. Mais ce que le document suggère, c'est que ces activités ne sont pas des silos. Au contraire, elles se nourrissent les unes les autres. Un cercle vertueux en quelque sorte? En théorie, oui. Les projets de conseil bien rémunérés pour une compagnie minière, par exemple, peuvent aider à financer un projet de R&D plus fondamental, Et les découvertes de la R&D vont enrichir les formations? précisément. Et les étudiants brillants de ces formations pourront être recrutés pour le prochain projet de conseil. Chaque activité renforce les autres. Et ça, c'est souvent là où le bas blesse, non? La question de l'argent. Comment ils comptent assurer la pérennité de cette usine une fois les subventions de départ épuisées? Ils abordent ce point de front, et c'est ce qui rend le projet crédible. Le modèle économique est diversifié. Ils ne reposent pas que sur les subventions. Non, les revenus proviendront des formations payantes, des missions de conseil, des contrats de R&D avec le privé, de la gestion de projet, et même des événements comme les festivals. C'est ce mix qui est censé assurer la durabilité à long terme. Donc, si ces modèles fonctionnent, l'impact final va bien au-delà de la création d'un simple centre. Les sources listent 4 bénéfices majeurs. Oui, Le premier, c'est de renforcer les capacités et la spécialisation en data et en IA dans tout le pays. on crée la compétence là où elle n'existait pas. Deuxièmement, fournir une main-d'œuvre qualifiée qui répond directement aux besoins du marché. C'est essentiel. Troisièmement, encourager le transfert de technologies.
faire le pont entre le laboratoire et le marché. Et ça, c'est la clé pour créer de la valeur économique réelle et des emplois locaux. Et enfin, le quatrième, développer un réseau de praticiens de la donnée. Créer une communauté qui peut partager, s'entraider et grandir. Et quand on assemble tous ces éléments, on voit la vision d'ensemble. Il ne s'agit pas de former quelques data scientists dans leur coin, il s'agit de créer une dynamique de marché, de connecter l'offre et la demande et de construire un écosystème durable. Un écosystème qui peut s'attaquer aux grands défis du pays. Exactement. La transparence, la justice, la croissance économique. La boucle est bouclée. On revient à la construction du système nerveux du géant. Pour résumer, cette analyse du projet Uvon-Bouzy de Blad nous montre bien plus qu'un simple projet technologique. C'est une réponse stratégique incroyablement bien pensée au fossé de données en RDC. Un véritable plan directeur pour construire l'infrastructure humaine et technique indispensable pour l'avenir. Ce qui ressort de ces documents, c'est la profonde compréhension des enjeux locaux par Synolu. Ils ont compris qu'une bonne idée, ça ne suffit pas. Pour que l'innovation ait un impact durable, il faut une alchimie. Une alchimie. Oui, un lieu physique, des compétences de pointe, un modèle économique viable et un réseau solide pour connecter les talents et les opportunités. Et il semble avoir une recette pour cette alchimie. Et cette analyse, elle soulève une dernière pensée. Si un seul pôle de données à Lubumbashi peut potentiellement catalyser une telle transformation, qu'adviendrait-il si ce modèle, ce plan, était reproduit dans d'autres grandes villes de la RDC ou de la région ? C'est une question intéressante. Quelle est la prochaine frontière pour la donnée en Afrique ? Au-delà des capitales technologiques bien connues comme Lagos ou Nairobi, la vraie révolution se prépare peut-être dans des endroits comme celui-ci.